Je m'appelle Julien et j'ai 20 ans, naviguant la vie en dehors d'une famille toxique dans la banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord. Et maintenant, voici mon histoire. Pendant 20 ans, mon rôle était fixé. J'étais l'ancre, le responsable. Ce n'était pas un choix que l'on m'avait demandé de faire, mais une nécessité imposée par l'instabilité qui m'entourait. Mes parents, en particulier mon père, ont toujours prôné la loyauté familiale. Dans notre foyer, cependant, cette loyauté était à sens unique, un bouclier qui protégeait exclusivement lui et mon frère aîné, Jason. Jason a 24 ans, occupant toujours de l'espace et des ressources dans notre maison de Maplewood à l'extérieur de Charlotte, poursuivant constamment de grandes idées et des projets commerciaux révolutionnaires qui s'effondraient inévitablement, nécessitant des fonds parentaux pour amortir la chute. C'était son cycle. Le mien était différent. J'ai trouvé mon équilibre dans le travail tangible. Depuis l'âge de 14 ans, je construisais obsessionnellement ma collection, perceuse de premier ordre, si spécialisée, outils de mesure de précision. C'était plus qu'un passe-temps. C'était une forteresse que je me suis construite. J'aimais l'honnêteté de travailler avec le bois et le métal, de réparer de vieux meubles, de redonner vie à des machines de la casse. Chaque surface polie, chaque réparation réussie était une preuve silencieuse que je pouvais créer de la valeur, un contraste frappant avec le déficit émotionnel constant de la maison où je vivais. Ces outils ont été achetés uniquement avec mes gains de petits boulots et de réparation de clients le week-end. Ils représentaient ma fierté, mon indépendance tangible et la seule projection sûre de mon avenir. Pour saisir la profondeur de la trahison, vous devez comprendre la psychologie de mon père. Il incarne le patriarche qui prêche le sacrifice mais n'en pratique aucun. Son autorité, enracinée dans l'affirmation que tout sous son toit lui appartient, peu importe qui a payé, était absolue. Ma mère, Madame Grant, était sa lieutenante consentante, principalement silencieuse, renforçant occasionnellement sa position avec ce ton de culpabilité expertement pratiqué. Jason, le garçon en or désigné, opérait sur le pur charme. Il était confiant et assez articulé pour transformer chaque échec en un effort noble. Quand il a démoli la berline familiale, mon père l'a loué comme une expérience d'apprentissage. Quand j'ai prudemment demandé à utiliser mes propres économies pour acheter un camion d'occasion fiable pour le travail, la réponse a été un rejet immédiat. Les voitures sont un luxe. Sois patient. C'était la dynamique familiale. Jason recevait des applaudissements pour avoir essayé et échoué. Je recevais le silence pour avoir travaillé et réussi. Pourtant, je m'accrochais à mon petit sanctuaire, mes outils, mon atelier dans la cabane, et la satisfaction silencieuse d'avoir quelque chose de vraiment à moi. Puis est venu le jour où j'ai réalisé que le sanctuaire était perméable. C'était mon anniversaire, un dimanche, censé être un jour de congé consacré à la finition d'un banc sur mesure pour Madame Rodriguez au Daily Grain Café, ma commande payée la plus importante à ce jour. Mais quand je suis arrivé à la cabane, elle était sécurisée par un cadenas que je ne reconnaissais pas. J'ai d'abord accordé le bénéfice du doute à mon père, supposant une précaution, mais sa réaction désinvolte et non réactive lorsque j'ai posé des questions à ce sujet a été immédiatement troublante. « Ne t'inquiète pas pour ça, mon fils », a-t-il marmonné derrière son journal. Nous devions faire de la place. Je lui ai demandé de clarifier la déclaration énigmatique, essayant désespérément de garder l'anxiété hors de ma voix. Il a finalement plié le journal, son expression plate. « Ta mère et moi avons décidé de vendre une partie des affaires là-dedans. Trop de désordre. Et avec Jason qui lance Grand Gardens and Maintenance, nous avions besoin d'argent rapidement pour le fonds familial. » Mon esprit s'est bloqué sur les mots « vendre »,« fonds familial »,« nouveaux outils ». Finalement, la séquence de la trahison a mis un moment à s'enregistrer. Je suis retourné dehors, j'ai trouvé le cadenas inconnu disparu et je suis entré dans la cabane. La vue a été une dévastation physique immédiate. Les étagères étaient vides, les murs dépouillés. Mon établi sur mesure, la grande boîte à outils rouge que j'avais gagnée, même le petit tabouret en bois que j'avais fabriqué, tout avait disparu. L'air semblait plus froid, plus lourd, avec l'odeur de l'abandon. Mon cœur a martelé quand je suis rentré dans la maison. Vous avez vendu mes outils. La question était calme, brisée. Mon père n'a pas réagi à ma douleur. Oui, Julien, arrête de surréagir. Tout dans cette maison est propriété du ménage. La famille passe avant tout. L'entreprise de Jason exige des sacrifices. Je n'ai pas pu m'empêcher de répéter. Des sacrifices. Vous avez échangé mon avenir,
ma capacité à gagner ma vie, contre une autre de ses idées. Il a soupiré, me présentant comme l'enfant capricieux qui ne comprenait pas la responsabilité. Ce sont des choses, Julian. Tu les remplaceras. Tu n'as pas besoin de tout ça en ce moment. Mes mains ont commencé à trembler, une manifestation physique de la fureur montante. Je les ai achetés avec mon argent, ai-je forcé. Chacun d'eux. Il a balayé le fait d'un revers de la main, citant le fait de vivre sans loyer comme une justification de sa confiscation. Tu les utilises sur notre propriété. Ils sont devenus propriété familiale. Considérez ça comme quitte. Maman, toujours la complice silencieuse, s'est approchée. Julian, chéri, ton père essaie d'aider ton frère. C'est pour nous tous. J'ai immédiatement coupé le mensonge. Non, c'est pour Jason. Ça a toujours été pour lui. Jason a choisi le point culminant de la confrontation pour entrer, rayonnant de confiance, traitant mon traumatisme comme un inconvénient mineur. Calme-toi, mec, m'a-t-il patronné en me tapant sur l'épaule. Tu t'en remettras. Pense-y comme un investissement en moi. On gagne tous les deux quand je réussis. Je ne pouvais que fixer son sourire narquois et inconscient. Vous avez vendu tout ce que j'ai construit, ai-je déclaré, les mots lents et délibérés. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Papa est intervenu, sa voix se durcissant, rejetant ma réaction comme étant dramatique et enfantine. Il a promis un remplacement, quand les choses iront mieux. Cette promesse, remplacée, a été l'insulte finale. Elle prouvait qu'il voyait mon travail, ma passion, mes années de dévouement comme de simples choses, interchangeables et jetables. Elle a cimenté la prise de conscience qu'il n'avait pas seulement vendu mes outils. Il avait délibérément démantelé la seule chose qui me donnait une autonomie financière et personnelle. Le bruit de la dispute s'est estompé. Je suis resté là, regardant la hiérarchie. Papa, sûr de son contrôle. Maman, évitant la responsabilité. Jason, se prélassant dans le privilège. Quelque chose en moi s'est refermé. Je me suis retiré dans ma chambre, fixant le mur blanc, regardant mes projets, mon petit rêve d'entreprise, Précision Tradeworks, se dissoudre. J'ai pleuré les années gaspillées à essayer de gagner un respect qui n'a jamais été offert. Cette nuit-là, après que la maison se soit tue, j'ai fait une dernière visite à la cabane. Le vide était profond. Ce n'était pas seulement du métal et du bois qui manquaient, mais la reconnaissance de tout mon effort. J'ai réalisé la vérité brutale. Je n'ai jamais été leur fils. J'étais juste l'actif fiable qu'ils pouvaient dépouiller sans conséquence. Quand le soleil s'est finalement levé sur la banlieue, j'ai pris la seule décision qui restait. Je ne resterai pas pour ravaler ma fierté. Je reprendrai le contrôle. Et quand la maison se réveillerait au son de la rage de mon père et de la confusion de Jason, il serait trop tard. La cabane avait peut-être été vidée par eux auparavant, mais ce matin, il manquerait quelque chose à la maison et je serais à des kilomètres de là. C'est là que ça a commencé. La vraie histoire, celle qui a fait halter ma mère de choc, a rendu Jason furieux et a fait parcourir mon père dans le jardin en criant « Qui a vidé la cabane pendant la nuit ?» Le matin après la disparition de mes outils, la maison semblait plus lourde. Non pas physiquement, mais de la manière dont la tension s'accroche à l'air comme l'humidité avant un orage. Mon père était à la table de la cuisine, sirotant son café et faisant défiler son téléphone. Ma mère se déplaçait tranquillement, dressant les assiettes, fredonnant sous sa respiration. Jason était au téléphone, riant bruyamment, se vantant auprès de quelqu'un d'avoir obtenu un financement de démarrage. Chaque rire de sa part ressemblait à une gifle. Je me suis versé du café et je me suis assis sans dire un mot. Mon père a levé les yeux brièvement. « On dirait que tu n'as pas dormi », a-t-il dit, comme s'il ne savait pas pourquoi. « Non », ai-je répondu sèchement. « Eh bien, c'est de ta faute », a-t-il dit. « Tu ne devrais pas t'attarder sur des choses que tu ne peux pas changer. Tu es jeune. Tu t'en remettras. » Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour m'empêcher de craquer. M'en remettre. C'est ce qu'il disait toujours quand quelque chose tournait mal. Quand la voiture que je réparais a été prise pour que Jason puisse l'essayer. Quand mes économies ont temporairement servi à couvrir la facture de carte de crédit de Jason. Quand la promesse de ma mère de se rattraper ne s'est jamais matérialisée. Maman a posé une assiette d'œufs devant moi. « Mange, mon chéri. Tu te sentiras mieux une fois que tu auras déjeuné. » Vous vous entendez même, ai-je demandé doucement.
Vous avez pris tout ce pour quoi j'ai travaillé et vous l'avez vendu pour lui. Mon père a soupiré comme si j'étais un enfant capricieux au lieu d'un adulte. Ce n'était pas personnel, Julian. On dirait que nous t'avons volé. C'est le cas, ai-je dit. Vous n'avez même pas demandé. Il a légèrement repoussé sa chaise. Surveille tonton. Tu vis sous mon toit. Je prends les décisions ici. L'argent de ces outils est allé dans le fonds familial. Nous en bénéficions tous. J'ai regardé Jason, qui faisait maintenant défiler son téléphone. En bénéficions-nous tous, ou juste toi? Jason a eu un sourire narquois. Tu peux faire partie du projet si tu veux, mec. Je veux dire, tu as le temps. Le projet, ai-je répété. Papa s'est penché en avant, joignant ses mains. Ton frère lance une entreprise de paysagisme. Grand Gardens and Maintenance. Il a une vision, Julian. Il avait juste besoin d'un peu de capital pour commencer. Des tondeuses, des remorques, du marketing. C'est pour ça que nous avons dû prendre cette décision. Attendez, ai-je dit lentement. Vous avez vendu mes outils pour qu'il puisse acheter son équipement. Papa a hoché la tête. Exactement. Et ne le vois pas comme ça. Tu fais partie de cette famille. Quand son entreprise réussira, nous gagnerons tous. Je les ai regardés sans voix. L'ironie était si épaisse qu'elle en était presque risible. Je travaillais depuis des mois à l'ouverture de mon propre service de réparation, Précision TradeWorks Réunion, j'avais même une petite page en ligne pour les commandes. Il me manquait un seul travail pour acheter une camionnette d'occasion pour transporter mon travail. Et maintenant, mon avenir avait été échangé contre le prochain échec de mon frère, déguisé en « vision ». Jason a de nouveau levé les yeux, tout en confiance narquoise. Ne sois pas amer, Julian. Tu verras. Une fois que ça aura décollé, on t'embauchera. Tu pourras faire l'entretien de nos machines. Une affaire de famille, n'est-ce pas? C'en était trop. Je me suis levé. Vous avez pris mes outils pour faire de moi votre employé. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu es ingrat. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Ingrat. Vous me dépouillez de tout ce que j'ai construit parce que vous croyez plus en ces idées qu'en mon travail acharné. Maman est intervenue. La voix douce mais ferme. Julian, s'il te plaît. Tu déformes les choses. Ton père a fait un choix difficile pour le bien de tous. Tu auras ta chance aussi. Tu dois juste être patient. Je me suis tourné vers elle. Depuis combien de temps suis-je patient, maman? Quand Jason a abandonné l'université et que vous avez utilisé mon fonds d'études pour payer sa dette, j'ai été patient. Quand il a emprunté ma voiture et l'a démolie, j'ai été patient. Quand il a pris mon atelier pour son stockage, j'ai été patient. Mais ça. J'ai fait un geste vers la fenêtre, vers la cabane vide. C'était à moi, et vous l'avez vendu. Papa a frappé la table de sa main. Assez. Tu ne parleras pas à ta mère comme ça. Je me suis figé. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'ai réalisé que rien de ce que je dirais n'aurait d'importance. Ils n'écoutaient pas. Aucun d'eux n'écoutait. Le reste de la matinée a été silencieux. Jason est sorti pour rencontrer des investisseurs. Maman s'est retirée dans le jardin et papa s'est enterré dans la paperasse. Je suis resté assis seul, regardant par la fenêtre, pensant à chaque fois qu'ils avaient balayé mes efforts. J'ai pensé au vieil atelier, à l'odeur de copeaux de bois, au bourdonnement de mes outils, à la satisfaction silencieuse de la création, tout avait disparu parce que mon père ne supportait pas l'idée que je réussisse selon mes propres termes. Plus tard dans l'après-midi, j'ai entendu mes parents parler dans le salon. Leur voix était basse, mais traversait les murs fins. Il ne le prend pas bien. Il s'en remettra. Il n'a nulle part où aller. Tu n'aurais pas dû dire ce que tu as dit. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Il vit ici. Il suit les règles. Mais vendre ses affaires sans demander. Je n'ai pas besoin de demander la permission à mon propre fils dans ma maison. J'ai senti quelque chose en moi se durcir. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir comme leur fils et que j'ai commencé à me sentir comme un étranger qui se trouvait vivre sous leur toit. Ce soir-là, Jason est rentré rayonnant, tenant de la restauration rapide et agissant comme si de rien n'était. Grande nouvelle, mec, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi.
Papa m'a obtenu une réunion avec un entrepreneur local. Il pourrait s'associer avec moi. Tu te rends compte? Ouais, ai-je dit doucement. Je me rends compte. Il n'a pas saisi le ton. C'est du sérieux. Si ça marche, on aura du travail tout l'été. Tu devrais te joindre à nous avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Ouais, une fois que ça aura décollé, j'aurai besoin de gens fiables. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de te former plus tard. C'était comme s'il croyait sincèrement me rendre service. J'ai étudié son visage, la suffisance, la certitude que tout irait toujours dans son sens parce que papa s'en assurerait. Bonne chance avec ça, ai-je dit en me levant. Il a froncé les sourcils. Ne sois pas comme ça, mec. On est une famille. Ouais, ai-je dit en me dirigeant vers ma chambre. C'est ce que vous n'arrêtez pas de me dire. Au cours des jours suivants, les choses ont empiré. Chaque fois que je croisais mon père, il me rappelait que le travail acharné est une question d'attitude. Il n'arrêtait pas de laisser entendre que je devrais soutenir la vision de mon frère. Jason a commencé à utiliser mon ancien meuble de rangement pour ses fournitures. Bidons d'essence, gants, tuyaux, tout entassé là où mes boîtes à outils organisées se trouvaient. Maman a essayé de jouer les médiatrices, lançant des phrases comme « Tu sais comment est ton père » ou « Il est juste stressé par l'argent ». Mais la vérité, c'est que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle. Mon père ne supportait pas que j'ai construit quelque chose sans sa participation. Il ne supportait pas que mon succès ne tourne pas autour de son approbation. Le 4e jour, j'ai complètement cessé de leur parler. Je partais tôt le matin, je rentrais tard et je passais mon temps à réfléchir. Je savais une chose avec certitude. Je ne resterai pas là beaucoup plus longtemps. Puis est venu le point de rupture. C'était un jeudi soir et je suis rentré pour trouver Jason dans l'allée avec une toute nouvelle remorque attelée au camion de papa. Il la montrait, parlant fort au haut-parleur. J'ai entendu des bribes de la conversation. Ouais, mec. L'argent est arrivé. J'ai vendu de vieilles camelotes que mon frère avait. Il est dramatique, mais peu importe. Il s'en remettra. Je me suis figé. Ma mâchoire s'est crispée si fort que ça faisait mal. Papa est sorti un instant plus tard, tapant sur le dos de Jason. Fier de toi, mon fils. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Jason a souri. Merci, papa. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Je me suis approché. Ouais, ai-je dit doucement. Tu n'aurais vraiment pas pu. Papa s'est retourné en fronçant les sourcils. Ne commence pas, Julien. C'est un bon jour pour toi, ai-je dit. Pour moi, c'est juste un autre rappel de ce que tu as pris. Surveille ta bouche, a-t-il sèchement répliqué. J'ai ri amèrement. Pourquoi, tu vas vendre ça aussi? Maman est apparue sur le pas de la porte. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. On ne peut pas avoir une soirée sans ça? Mais j'en avais fini d'être silencieux. Tu veux la paix, maman? Alors admets-le. Tu as pris le travail de ma vie et tu le lui as donné parce que tu ne croyais pas en moi. Jason a levé les yeux au ciel. Mec, tu es si dramatique. Ce n'est pas si grave. Pour moi, si, ai-je dit. Ces outils étaient tout ce que j'avais. La voix de papa est devenue froide et vive. Alors peut-être que tu aurais dû être reconnaissant d'avoir un endroit pour les garder. J'aurais pu te faire payer un loyer il y a longtemps. Tu as de la chance que je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et j'ai réalisé que je ne gagnerais jamais. Ni en discutant, ni en raisonnant, ni en attendant. Mon père ne respectait pas l'effort, seulement l'obéissance. Et Jason ne se souciait de rien qui ne soit pas son propre succès. Alors, j'ai fermé la bouche, je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur. Cette nuit-là, j'ai fait mes bagages en silence. Non seulement mes vêtements, mais chaque petite chose qu'il n'avait pas encore remarquée et qui était à moi. Je n'allais pas partir les mains vides cette fois. Le lendemain matin, la maison s'est réveillée aux sons habituels. Papa préparant le café, Jason se vantant au petit déjeuner, maman faisant semblant que rien n'allait. Aucun d'eux n'a remarqué que ma porte était ouverte et que mon lit était dépouillé. Et dans le jardin, la porte de la cabane était grande ouverte. Mais cette fois, elle n'était pas vide.
Au moment où papa a réalisé ce qui manquait, il était trop tard. Il est sorti en trombe, criant mon nom, exigeant des réponses. Jason criait aussi. Maman se tenait figée à la porte, une main sur la bouche. Qui a vidé la cabane pendant la nuit, a rugi papa. Mais j'étais déjà parti. Et pendant qu'ils étaient là, fumant, essayant de comprendre, j'étais à des kilomètres de là, me dirigeant vers l'endroit où la partie suivante de cette histoire commence vraiment. Quand je suis parti ce matin-là, je n'ai pas regardé en arrière. Le soleil se levait à peine, peignant le ciel d'une lueur orange brumeuse, et l'air sentait la liberté et l'adrénaline. Ma voiture, un vieux pick-up que j'avais acheté à bas prix à un voisin et que j'avais passé des mois à réparer, était chargée à ras-bord des derniers morceaux de ma vie de cette maison. Quelques vêtements, mes documents, quelques petits outils que j'avais réussi à cacher de la purge du fonds familial de mon père, et quelques objets personnels qui me rappelaient qui j'étais avant que tout ne soit englouti par le ressentiment. Je n'avais pas de plan clair, mais j'avais une idée. Je faisais des petits boulots pour un mécanicien en ville, Monsieur A, chez Auto & Fabrication. Il était l'une des rares personnes à me traiter réellement comme si j'avais du potentiel. Il m'a dit un jour, gamin, la différence entre les gens qui construisent des choses et ceux qui les prennent, c'est la fierté. Tu as de la fierté. Ne la perds pas, ces mots m'ont marqué. Alors, j'ai conduit directement à son garage, qui se trouvait à environ 40 minutes de Charlotte. Quand je suis arrivé sur le parking, il était déjà là, appuyé contre le comptoir avec une tasse de café. Son front s'est plissé quand il m'a vu. « On dirait que tu n'as pas dormi », a-t-il dit. « C'est le cas, ai-je admis. J'en ai fini à la maison. Ils ont vendu mes outils, tous. » Il a laissé échapper un lent sifflement. « Tes parents ont fait ça ?» J'ai hoché la tête. « Pour l'entreprise de mon frère. Ils ont dit que c'était pour le fonds familial. » Il a secoué la tête. « C'est dur, gamin. Vraiment dur. Mais tu as bien fait de partir. Une fois que les gens te montrent qu'ils franchiront une ligne, ils continueront à la franchir. » Je me suis appuyé contre le comptoir, fixant le sol. Je ne sais même pas par où commencer. Tout ce que j'ai construit a disparu. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Tu as encore tes mains, n'est-ce pas? Et ton cerveau. Tu peux reconstruire. Tu peux utiliser mes outils ici après les heures de travail si tu en as besoin. » C'était plus de générosité que ce à quoi je m'attendais. « Je ne peux pas vous demander ça, ai-je dit. »« Tu n'as pas demandé, » a-t-il simplement répondu. « Je propose. » C'était la première vraie gentillesse que je ressentais depuis des semaines. Pendant les jours suivants, j'ai travaillé à son garage pendant la journée et j'ai dormi dans le petit loft au-dessus du garage. Ce n'était pas grand-chose, juste un matelas, un bureau et une seule lampe. Mais c'était paisible. Je pouvais respirer. Je pouvais penser. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir le contrôle de ma propre vie. Mais la liberté vient avec des échos. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents me laissent partir tranquillement. Et j'avais raison. Le 3e matin après mon départ, mon téléphone a commencé à exploser. Des textos, des appels manqués, des messages vocaux, d'abord de maman, puis de papa, puis de Jason. Les messages de maman avaient le même ton qu'elle utilisait toujours quand elle voulait avoir l'air raisonnable. « Julien, ton père est contrarié. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. S'il te plaît, appelle-nous. On peut en parler. Puis, nous devons discuter de ce que tu as pris. Des choses manquent. L'audace. Je n'avais rien pris qui ne m'appartenait pas. Juste quelques pièces de rechange, du bois que j'avais acheté et quelques outils personnels que j'avais cachés dans le grenier des semaines auparavant. Puis sont venus les textos de papa. C'est inacceptable. Tu penses que tu peux simplement t'enfuir et prendre ma propriété? Tout sur ce terrain m'appartient. Rends ce que tu as pris ou j'appelle la police. Je n'ai pas répondu. Puis Jason est intervenu. Coup vraiment mature, frérot. Tu fais t'inquiéter maman. Papa dit que tu as pris le générateur et le compresseur. Tu ferais mieux de les ramener avant que les choses ne tournent mal. Celui-là m'a fait rire amèrement. Le générateur et le compresseur m'appartenaient. Je les avais achetés d'occasion à un charpentier à la retraite il y a des années. Il n'avait plus aucune idée de ce qui appartenait à qui. Il supposait simplement que tout était à eux. Je les ai tous ignorés et je me suis concentré sur le travail.
Mais le silence n'a pas duré longtemps. La trahison qui a suivi n'est pas venue en un seul instant. Elle s'est insinuée lentement, comme de la rouille se propageant sur du métal jusqu'à ce qu'il se brise enfin. Quelques jours plus tard, Emma tendu le téléphone du garage. « Quelqu'un demande après toi », a-t-il dit. J'ai hésité. Qui? Il a eu un sourire narquois. Il n'a pas dit. Ça avait l'air d'être des ennuis, cependant. J'ai pris le combiné. Allô? Julien, a dit une voix familière, vivement. C'était mon père. J'ai tendu l'oreille. Comment avez-vous eu ce numéro? Peu importe. Tu as déjà causé assez de dégâts. Tu as vidé la cabane et volé des biens familiaux. Tu vas les rendre aujourd'hui. Je n'ai rien volé, ai-je dit d'un ton égal. J'ai pris ce qui m'appartenait. Tu n'es pas en position de discuter avec moi, a-t-il sèchement répliqué. Tu es toujours mon fils, et tu respecteras ma maison. Si tu ne rends pas ce que tu as pris, je déposerai une plainte. J'ai failli rire. Tu dirais vraiment à la police que ton fils a volé ses propres outils? Vas-y, montre-leur les reçus. Tu n'en as pas parce que tu ne les as jamais achetés. Il est resté silencieux un moment, puis a dit. Tu es égoïste. Jason travaille dur pour soutenir cette famille et tu le sapin. En existant, ai-je demandé. En disant enfin non. Tu es ingrat, Julien. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Fait pour moi, ai-je dit doucement. Vous voulez dire utiliser mes économies pour Jason, vendre mes affaires sans demander et appeler ça de l'amour? Ouais, j'en ai fini avec ce genre d'aide. J'ai raccroché. Et a haussé un sourcil. Problème de famille? Ouais, ai-je dit. Même histoire, jour différent. Mais ce n'était pas la fin. Plus tard cette semaine-là, j'ai découvert ce qu'ils avaient fait ensuite. Et c'est là que ça a cessé d'être juste une question de fierté. C'est devenu personnel. Je faisais défiler mon téléphone un soir quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon portfolio numérique, celui où je postais des photos de mes projets et de mes travaux de réparation pour mon entreprise naissante, Précision Tradeworks, avait disparu. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être été piraté, mais quand j'ai vérifié mes emails, j'ai trouvé un message de la plateforme. Votre compte a été supprimé sur demande. Confus, j'ai vérifié les détails. La demande de suppression provenait de l'adresse email de mon père. Mon estomac s'est noué. Il avait mes informations de connexion d'il y a des années, lorsque j'avais créé le compte pour la première fois et que je lui avais demandé de m'aider à le vérifier. Je n'avais jamais pensé à changer le mot de passe. Il était allé supprimer toute ma page professionnelle et avait effacé tous mes messages clients, photos, tout. Des années de progrès disparus en un clic. Je l'ai appelé immédiatement. Il a répondu à la deuxième sonnerie, l'air calme. Papa, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. As-tu supprimé ma page? Oui, a-t-il simplement dit. Tu n'utiliseras plus notre connexion Internet pour promouvoir ton activité secondaire. Je ne paie pas pour ton petit passe-temps. Ce n'était pas un passe-temps, ai-je sèchement répliqué. C'était mon travail. Il a légèrement élevé la voix. Tu ne me parles pas comme ça. Tu as abandonné cette famille, Julien. Tu ne vas pas profiter du nom que tu as laissé derrière toi. Le nom que j'ai laissé derrière moi? Ai-je répété. Tu veux dire celui que tu as traîné dans la boue pendant des années? Tu penses que supprimer ma page va m'arrêter? Je pense que ça te rappellera d'où tu viens, a-t-il dit froidement. Tu ne peux pas nous couper comme ça. Tu le verras tôt ou tard. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis là un moment, fixant le mur. La trahison n'était pas seulement une question de suppression d'une page. C'était une question de contrôle. Il ne supportait pas que j'aie échappé à son emprise, alors il a dû ruiner le peu d'indépendance que je me construisais. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu rapidement. Julien, a-t-elle dit, l'air anxieux. Je suis contente que tu aies appelé. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Savais-tu que papa a supprimé ma page? Silence. Maman. Finalement, elle a soupiré. Il m'a dit qu'il allait le faire. J'ai essayé de l'en dissuader, mais tu sais comment il est. Tu l'as laissé faire, ai-je dit doucement. Je ne l'ai pas laissé faire, a-t-elle insisté. C'est ton père, Julien.
Je ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'il pense être juste. J'ai senti quelque chose se briser en moi alors. Quelque chose de petit mais d'irréversible. Alors tu es tout aussi coupable, ai-je dit. Ne dis pas ça, a-t-elle chuchoté. Tu sais que je t'aime. Si c'est ça l'amour, maman, ai-je dit, je n'en veux plus. J'ai raccroché. Le lendemain matin, et a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude. On dirait que tu t'es fait frapper, a-t-il dit. D'une certaine manière, c'est le cas, ai-je marmonné. Ils ont supprimé tout ce que j'avais construit en ligne. Mes clients, ma réputation, tout est parti. Il a hoché la tête lentement. Alors il est temps de recommencer. Cette fois sans le nom de personne d'autre que le tien. Ces mots ont rallumé quelque chose en moi. Une étincelle que je pensais éteinte. J'ai passé les jours suivants à reconstruire. Nouvelle page, nouveau numéro, nouvelle liste de contacts. J'ai commencé à contacter d'anciens clients et à expliquer ce qui s'était passé. La plupart étaient sympathiques, certains même en colère pour moi. Lentement, le travail a commencé à revenir. Et puis, juste au moment où je commençais à sentir que je me stabilisais, la prochaine trahison a frappé. Jason s'est présenté au garage. J'étais sous une voiture quand j'ai entendu et appelé mon nom. Julian, tu as de la visite. Je suis sorti de sous le véhicule, je me suis essuyé les mains et je me suis figé. Il était là, appuyé contre le cadre de la porte avec la même expression suffisante que j'avais vue toute ma vie. Et, mec, a-t-il dit nonchalamment. Belle installation que tu as là. Que veux-tu, Jason? Détends-toi, a-t-il dit. Je suis juste venu parler. Papa m'a dit où tu étais. Bien sûr qu'il l'a fait. Il a fait le tour du garage en faisant semblant d'admirer l'endroit. Alors, c'est là que tu te cachais? Pas mal. Tu es vraiment sérieux à ce sujet, hein? Je l'ai toujours été, ai-je dit. Il a gloussé. Ouais, je vois ça. Dommage pour ta vieille page professionnelle. Tu aurais dû voir papa quand il l'a supprimé. Il était en feu. Il a dit qu'il était temps que tu apprennes une leçon sur la loyauté. Je l'ai fixé, essayant de lire son expression. Tu trouves ça drôle? Il a haussé les épaules. Je pense que tu es têtu. Papa n'est pas l'ennemi, tu sais. Il veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous, ai-je demandé. Tu veux dire toi? Il a eu un sourire narquois. Appelle ça comme tu veux. Quoi qu'il en soit, écoute. J'ai peut-être une proposition. J'ai croisé les bras. Ça ne m'intéresse pas, ne sois pas si rapide, a-t-il dit. Mon entreprise de paysagisme d'école. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse les outils et l'entretien. Tu serais parfait. Papa a même dit qu'il laisserait le passé derrière lui si tu revenais à la maison. J'ai ri, mais c'est sorti plus comme un ricanement. Vous me volez, détruisez mon travail, puis vous m'offrez un travail pour réparer votre désordre. Pense-y, a-t-il dit. C'est la famille. C'est ce que maman veut aussi. Cette dernière phrase a été la goutte d'eau. Mon sang s'est glacé. Tu as parlé à maman de ça? Il a souri. Bien sûr, tu lui manques. Elle dit que tu as changé, que tu gardes des rancunes. Elle a dit à papa, ce serait bien pour tout le monde si tu t'excusais et que tu rentrais à la maison. M'excuser de partir, de m'être défendu, d'avoir osé avoir une colonne vertébrale. C'était le point de rupture. La confiance, ce qu'il en restait, s'est complètement brisé. J'en ai fini, ai-je dit doucement. Dis à papa, dis à maman, dis à qui tu veux. Je ne reviendrai jamais. Jason a haussé un sourcil. Tu es sûr de ça? Positif. Il a de nouveau eu un sourire narquois. Très bien, mais ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que tu as besoin de nous. Puis il est parti. Quand la porte s'est refermée derrière lui, et a jeté un coup d'œil. Ça va? J'ai hoché la tête lentement, bien que mes mains tremblent. Ouais, ai-je dit. Je viens de réaliser quelque chose. Quoi donc? Qu'ils n'en ont pas encore fini. Parce que si je connaissais mon père et mon frère, ils essaieraient à nouveau. Ils l'ont toujours fait. Et la prochaine fois, ils s'assureraient que ça fasse encore plus mal. Et je n'allais pas laisser ça arriver. Après le départ de Jason du garage ce jour-là, j'ai ressenti un étrange mélange d'épuisement et de soulagement.
Épuisement dû aux montagnes russes émotionnelles des dernières semaines. Soulagement parce que j'avais enfin fixé des limites. Des limites claires et non négociables. Mais aussi un malaise sous-jacent. Il n'en avait pas fini. Je le savais. Mes parents n'étaient pas du genre à laisser passer quelque chose comme ça. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur validation. Pour la première fois, j'avais la chance de construire quelque chose uniquement pour moi-même. Les premières semaines ont été difficiles. Mes anciens clients sont revenus au compte-gouttes, mais il y avait des lacunes, des pertes et des frustrations. Les fournitures étaient chères. La vieille camionnette sur laquelle je comptais pour transporter les matériaux avait un alternateur défectueux. J'ai dû passer des jours à le réparer au lieu de travailler sur des commandes. Certaines nuits, je me suis couché le ventre vide parce que j'avais donné la priorité à l'achat d'un outil de remplacement plutôt qu'au dîner. Elle m'a donné un coin de son garage, mais je fonctionnais techniquement en sursis. Mes finances étaient serrées et mon énergie était mise à rude épreuve. Je devais aussi gérer le bilan émotionnel. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec un texto de maman, mon cœur se serrait. « Julien, tu nous manques. S'il te plaît, reconsidère. » Chaque email de Jason se vantant d'une petite victoire dans son entreprise de paysagisme me retournait l'estomac. Au début, j'ai failli flancher. Je me suis demandé si partir avait été le bon choix. Peut-être que j'étais têtu. Peut-être que j'aurais dû essayer plus fort de faire la paix. Mais l'idée de retourner dans une maison où mes efforts avaient été vendus, volés et effacés. Je ne pouvais pas. J'ai réalisé que je devais arrêter de réagir. Je devais arrêter de laisser leurs actions dicter ma vie. Alors j'ai commencé à planifier tranquillement. J'ai établi une routine stricte. Travailler, dormir, travailler, répéter. J'ai catalogué mes anciens contacts, j'ai renoué avec des clients locaux et j'ai commencé à proposer de petits travaux de réparation, des réparations de meubles, des mises au point de machines, des rénovations mineures. Chaque travail que j'ai terminé a construit quelque chose de tangible, quelque chose que je pouvais voir et toucher. Contrairement à la destruction numérique qu'ils avaient infligée, chaque client satisfait était une petite victoire, un rappel que je pouvais reconstruire même s'ils essayaient de me démolir. Puis est venue la première véritable étincelle de croissance. L'une de mes anciennes clientes, Madame Rodriguez, propriétaire du Daily Grain Café du centre-ville de Charlotte, m'avait embauché il y a des années pour réparer une machine à expresso cassée, et elle se souvenait de mon travail. Elle m'a appelé pour me demander si je pouvais réparer une série de mélangeurs commerciaux qui avaient des problèmes. Je suis allé travailler tard dans la nuit et j'ai tout laissé en parfait état de fonctionnement. Le lendemain matin, elle m'a remis un chèque qui m'a presque donné le vertige. Non seulement il était supérieur à mon tarif habituel, mais elle m'a dit qu'elle me recommanderait à ses contacts. En une semaine, 3 autres petites entreprises m'ont contacté pour obtenir de l'aide. Lentement, ma réputation a commencé à se reconstruire. Plus de commandes sont arrivées, des plus importantes aussi. J'ai commencé à gagner assez pour louer un tout petit atelier à moi. Pas idéal, mais à moi. J'ai installé des étagères, j'ai organisé les outils que j'avais pu acheter et j'ai aménagé un coin pour mes propres créations. Les petites victoires, le contrôle sur mon propre travail était enivrant. J'avais retrouvé un rythme, un sens du but que personne ne pouvait m'enlever. En même temps, j'ai discrètement recueilli des informations. J'ai commencé à vérifier le registre du commerce local, gardant un œil sur l'entreprise de paysagisme de Jason, Grand Gardens and Maintenance. Ce n'était pas difficile. Il laissait beaucoup de traces écrites. Chaque contrat, chaque facture, chaque permis qu'il déposait était un dossier public. J'ai noté les schémas, les lacunes dans son travail, les points faibles. Et à même plaisanté, on dirait que tu apprends le métier de détective en parallèle. J'ai souri discrètement, mais je n'ai pas dit grand-chose. Je n'en avais pas besoin. Je collectais des données, regardant les pièces se mettre en place. Financièrement, les choses ont commencé à s'améliorer plus vite que je ne l'espérais. Un jour, j'ai réparé un moulin à café industriel pour une petite chaîne de boulangerie. Le propriétaire a été impressionné et en 2 semaines, j'avais un contrat pour entretenir et réparer tout leur équipement mensuellement. C'était le tournant. Soudain, je ne survivais plus seulement. Je construisais quelque chose d'évolutif. J'ai embauché un assistant pour m'aider sur les plus petits travaux. J'ai commencé à planifier les travaux efficacement, à acheter des matériaux en vrac, à négocier avec les fournisseurs.
Mon compte en banque a commencé à croître régulièrement. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de stabilité. Le côté émotionnel de ma guérison a été plus lent. J'avais des flashbacks de mon père vendant mes outils, de Jason souriant narquoisement comme s'il avait un droit sur ma vie, de ma mère me disant que je surréagissais. Certaines nuits, je restais éveillé en me demandant si je me sentirais un jour complètement à l'abri de leur ingérence. Mais j'ai réalisé que la sécurité ne viendrait pas d'eux. Elle devait venir de moi. Cette prise de conscience m'a donné une étrange clarté. Et puis est venu le premier moment d'autonomisation inattendu. Un après-midi, je passais devant un magasin de fournitures de construction quand j'ai remarqué un camion familier à l'extérieur. C'était celui de mon père, et à côté, Jason faisait les 100 pas avec un presse-papier, l'air agité. Curieux, je suis resté au bord du parking. Ils ne m'ont pas vu au début. J'ai entendu Jason parler à un fournisseur au téléphone, l'air nerveux. Oui, papa me soutient. J'ai besoin de ces matériaux aujourd'hui. Non, je n'ai pas encore fini la paperasse. D'accord, mais je l'aurai bientôt. C'est alors que j'ai remarqué la tension dans sa voix. Le premier vrai signe que peut-être, juste peut-être, leur plan n'était pas parfait. Je suis resté caché, le regardant se débattre avec les factures et les calendriers de livraison. Une partie de moi a ressenti de la satisfaction, non pas par Schadenfreude, mais parce que c'était la preuve qu'ils n'étaient pas intouchables. Ils avaient des faiblesses. Tout le monde en a. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué mon travail lentement, développant mon entreprise, Précision TradeWorks. J'ai commencé à documenter méticuleusement mes projets, photos avant et après, témoignages de clients, factures détaillées. Je voulais un dossier que personne ne pourrait supprimer, un bouclier contre toute tentative de me saper. Ma confiance a grandi avec chaque travail réussi. Et j'ai remarqué que quelque chose d'autre changeait. La satisfaction tranquille de me prouver ma valeur. Je ne mesurais plus ma valeur à leur approbation. Chaque outil que j'ai acheté, chaque projet que j'ai terminé, chaque centime que j'ai gagné était à moi seul. J'ai aussi commencé à réseauter de manière stratégique. Elle m'a présenté à quelques clients qui avaient des projets plus importants, et j'ai traité chacun d'eux comme une occasion de consolider ma réputation. J'ai appris des techniques de négociation, des astuces de marketing, même un peu de comptabilité en parallèle, en suivant un cours intensif au Central Piedmont Community College, CPCC. Lentement, je suis devenu plus qu'un réparateur local. J'étais un petit entrepreneur avec une réputation croissante de fiabilité et de compétence. Émotionnellement, j'étais plus forte aussi. J'ai appris à reconnaître la manipulation et à la rejeter avant qu'elle ne m'affecte. Les textos de maman arrivaient toujours, me suppliant parfois de revenir ou de m'excuser. Jason se vantait toujours de ses progrès, envoyant parfois des pics subtils. Papa a essayé une ou deux faibles menaces de appeler la police ou de signaler mon entreprise comme illégitime. Mais j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait plus de pouvoir sur moi. J'avais mes propres clients, mes propres revenus, mon propre espace. J'avais une autonomie, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais reprendre sans enfreindre les lois. Et tranquillement, dans un coin de ma tête, j'ai commencé à comploter. Pas une vengeance par cruauté, mais une réinitialisation stratégique. Si je pouvais opérer à découvert, reconstruire ma crédibilité et acquérir suffisamment d'influence, je pourrais contrôler le récit. Je pourrais me protéger et, si nécessaire, m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais interférer. Je n'avais pas besoin d'agir immédiatement. J'avais juste besoin de me préparer. J'avais besoin de patience, de précision et de levier. Un soir, elle m'a demandé ce que je pensais des dernières semaines. Je lui ai dit, honnêtement, épuisé, en colère, mais étrangement vivant. J'ai l'impression d'avoir eu les yeux bandés toute ma vie, ai-je dit. Et maintenant, quelqu'un me les a enfin enlevés. Je vois le monde clairement pour la première fois. Il a hoché la tête. Bien. Garde ce sentiment. Cette clarté t'emmènera plus loin que tu ne le penses. C'est ce qui s'est passé. Au cours des mois suivants, j'ai travaillé sans relâche. J'ai transformé mon petit atelier de réparation en un véritable atelier. J'ai acheté une camionnette de livraison, j'ai embauché 2 autres assistants et j'ai commencé à prendre des contrats que je n'aurais pas osé toucher auparavant. Mon nom s'est répandu de bouche à oreille, et bientôt j'ai reçu des appels de clients d'autres villes autour de Charlotte. Pour la première fois de ma vie, j'étais maître de mon destin. Et le meilleur, c'est qu'ils n'en avaient aucune idée. Chaque succès,
chaque étape était à moi seul. Il ne pouvait pas s'en vanter, ne pouvait pas le saper, ne pouvait pas le voler. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai rien publié en ligne. J'ai juste construit tranquillement, délibérément, jusqu'à ce que la fondation soit solide. Je savais qu'un jour mes parents en entendraient parler. Jason tomberait probablement dessus un jour. Mais quand ce moment viendrait, je serais prêt. Je serais préparé. Et je ne serais pas le gamin désespéré et impuissant qu'ils avaient laissé derrière eux dans cette cabane. Parce que pour la première fois, je ne survivais plus seulement. Je m'élevais. Et s'élever tranquillement, sans être vu, était bien plus puissant qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Mais juste au moment où ma confiance se solidifiait, le prochain choc est arrivé. Un choc que je n'avais pas prévu. Un choc qui menaçait de secouer tout ce que j'avais reconstruit. Tout a commencé assez innocemment, du moins en surface. Les affaires marchaient bien, ma liste de clients s'allongeait régulièrement, mon petit atelier bourdonnait d'activité. Je commençais enfin à me sentir à un niveau de stabilité où je pouvais penser au-delà de la simple survie. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin d'un levier, non pas par dépit, mais pour me protéger et, oui, éventuellement pour me venger. Je n'étais pas intéressé par une vengeance mesquine. Je voulais quelque chose d'intelligent, de stratégique et d'inébranlable. Quelque chose qui leur ferait réaliser que me sous-estimer avait été leur première erreur. J'avais toujours été prudent avec les finances, méticuleux avec les factures et diligent avec la documentation. Mais je n'avais pas réalisé à quel point cela pouvait être puissant jusqu'à ce qu'une opportunité se présente grâce à eux. Il avait été engagé pour une rénovation à grande échelle pour un client d'entreprise, quelqu'un qui possédait plusieurs franchises dans la région. A été débordé, alors il m'a offert la chance de m'occuper des propriétés secondaires, assez grandes pour que je gagne de l'argent réel, mais sous le radar. Le contrat exigeait une preuve d'assurance, un enregistrement de l'entreprise, des documents fiscaux, tout le nécessaire. Pendant des semaines, je me suis préparé, en m'assurant que tout chez Précision TradeWorks était légitime, en règle et entièrement traçable. J'ai appris à gérer des employés, à gérer les chaînes d'approvisionnement et à négocier des contrats. J'ai même suivi ce cours intensif en droit des petites entreprises au CPCC, apprenant le jargon juridique et les failles qui pourraient me protéger. Chaque détail que j'ai appris n'était pas seulement une question de croissance. C'était une question de pouvoir. Si je pouvais diriger une entreprise légitime et prospère qu'ils ne pourraient pas toucher, j'aurais le levier ultime. Puis est venu le moment de l'appliquer. Un des clients de Hay, appelons-le Monsieur Harrison, avait besoin d'un ensemble de réparations spécialisées sur 3 propriétés. Jason, comme toujours, s'était vanté auprès de papa que son entreprise de paysagisme, Grand Gardens and Maintenance, pouvait tout gérer, et il utilisait toujours le nom de papa comme un bouclier de crédibilité. J'ai vu mon opportunité. J'ai approché M. Harrison de manière professionnelle, j'ai détaillé le travail que je pouvais faire et j'ai fourni une proposition entièrement autorisée, assurée et vérifiable de Précision TradeWorks. J'ai mis l'accent sur les délais, les normes de qualité et le service après-vente. Jason, dans son style habituellement trop confiant, a essayé d'appeler le client à froid en utilisant le numéro de téléphone de papa, se prétendant l'expert de la famille. Harrison a poliment décliné. Puis j'ai reçu l'appel. « Julien, nous aimerions que vous vous en chargiez », a-t-il dit. « Nous avons examiné votre proposition et nous avons été impressionnés par votre professionnalisme. Commençons la semaine prochaine. » Je pouvais sentir le sourire se former sur mon visage, mais je suis resté calme. Ce n'était pas une célébration de la victoire. C'était une stratégie en action. J'avais maintenant une victoire tangible dans un espace que ma famille pensait dominer. Au cours des semaines suivantes, je me suis jeté dans le travail. Chaque projet a été exécuté parfaitement. J'ai pris des photographies, j'ai enregistré les progrès et j'ai documenté chaque étape. J'ai même commencé à conserver les reçus et la correspondance de Jason chaque fois qu'il essayait d'interférer ou de me concurrencer. Tout cela était des preuves, construisant tranquillement un dossier qui deviendrait un jour une arme en ma faveur. Le grand tournant est venu lorsqu'Hay a mentionné nonchalamment une prochaine conférence de franchise. « Tu devrais venir », a-t-il dit. « Fais un peu de réseautage. Tu pourrais trouver des clients sérieux, des gens avec de l'argent et de l'influence. » J'ai pris la suggestion au sérieux. Je me suis inscrit, j'ai préparé un portfolio et je suis arrivé avec mon travail exposé de manière professionnelle. La conférence était intimidante. Des gens avec de grands noms d'entreprise,
des présentations impeccables et des décennies d'expérience. Mais j'ai navigué tranquillement. Je ne me suis pas vanté d'être le gamin dont on avait vendu les outils. J'ai présenté mes réalisations clairement, avec confiance et calme. Et ça a marché. J'ai obtenu 3 contrats importants sur le champ. Chacun plus grand que tout ce que Jason avait jamais prétendu. Chacun exigeait des acomptes, une assurance vérifiée et des contrats formels. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement en avance sur ma famille. J'étais intouchable. Ils ne pouvaient plus m'intimider, me manipuler ou revendiquer une autorité sur mon travail. Pendant ce temps, Jason et papa fonctionnaient toujours sur des suppositions, me sous-estimant toujours. J'avais suivi leur projet tranquillement, regardant Jason faire des erreurs, promettre trop, livrer moins, manquer des délais. Un soir, en examinant ses dépôts publics, j'ai remarqué qu'un de ses clients avait laissé un avis négatif sur un travail inachevé. Parfait. Une fissure dans l'armure. J'ai décidé qu'il était temps d'exécuter une forme de vengeance calme et précise. Pas précipitée, pas bruyante, juste efficace. J'ai contacté le principal fournisseur de Jason. Je me suis présenté comme un entrepreneur professionnel avec un contrat vérifié ayant besoin d'un approvisionnement en vrac d'équipement. Le fournisseur, convaincu par ma légitimité et mes références, a accepté de prioriser ma commande. Pendant ce temps, j'ai subtilement laissé entendre des incohérences dans le récit de Jason sur des commandes passées, assez pour semer le doute sans l'accuser directement. En quelques jours, Jason a fait face à des retards car le fournisseur vérifiait ses comptes. Son calendrier a glissé. Sa confiance a vacillé. Puis je suis allé un peu plus loin. J'ai contacté quelques-uns des principaux clients de Jason. J'ai offert mes services subtilement, sous le couvert d'être un spécialiste indépendant qui pouvait résoudre les problèmes rapidement. Je n'ai pas annoncé qu'il avait échoué. J'ai simplement démontré ma compétence et ma fiabilité. Quelques clients ont changé discrètement. Pas de confrontation dramatique, pas de dispute, juste des opportunités perdues pour lui. L'ironie était enivrante. La pièce suivante s'est mise en place presque accidentellement. Papa, bien sûr, parlait toujours de moi dans mon dos. Un après-midi, et a appris une petite information en discutant de ses propres affaires. Papa s'était vanté auprès d'un entrepreneur local de la prétendue domination de Jason sur le marché du paysagisme, me dénigrant nonchalamment à chaque occasion. J'ai classé ça mentalement. Cette information, combinée au contrat que je décrochais et aux clients que j'absorbais, créait une image de domination contrôlée et silencieuse. Ils ne savaient même pas que j'étais dans la pièce, leur tournant autour. J'ai aussi utilisé la preuve sociale avec soin. J'ai commencé à accepter les références de clients satisfaits, laissant le bouche à oreille parler au lieu de toute confrontation. Ma réputation a grandi tranquillement mais solidement. À la fin du trimestre, le revenu de mon entreprise avait triplé par rapport au chiffre d'affaires projeté de Jason. Papa n'en avait aucune idée. Jason pataugeait, et maman appelait toujours, plaidant parfois pour une réconciliation que je n'avais aucune intention de donner. Le point culminant de cette phase de ma vengeance est venu lorsque j'ai décidé d'assister à un dîner de réseautage d'affaires locales. Jason et papa étaient tous deux présents, se vantant naturellement de leur succès. Je suis arrivé en retard, nonchalamment, sans attirer l'attention. J'ai serré des mains, je me suis présenté professionnellement comme le propriétaire de Precision Tradeworks, et j'ai mentionné nonchalamment mon entreprise dans des conversations avec plusieurs personnes influentes de la salle. À la fin de la soirée, 3 investisseurs importants avaient exprimé leur intérêt pour mes services. Jason l'a remarqué, bien sûr, et son expression est passée de la confiance suffisante à l'inquiétude en réalisant que j'opérais à un niveau qu'il ne pouvait pas égaler. J'ai quitté le dîner tranquillement. Pas de sortie dramatique, pas de confrontation, mais je pouvais sentir l'effet d'entraînement. La semaine suivante, les clients de Jason ont commencé à m'appeler directement pour des services qu'il avait promis. Certains ont même mentionné avoir entendu parler de moi par d'autres sources. Papa, pensant toujours qu'il était aux commandes, n'avait aucune idée de ce qui se passait en coulisses. À ce stade, je ne survivais plus seulement. Je démantelais stratégiquement l'illusion de leur domination. Chaque mouvement que je faisais était calculé, chaque action délibérée. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas crié. Je n'avais rien fait de précipité. Je m'étais simplement positionné d'une manière qui les rendait impuissants sans aucune confrontation ouverte. Et le meilleur, c'est qu'ils ne l'ont même pas vu venir. Jason était furieux, bien sûr, quand il a remarqué le changement.
Papa était incrédule. Maman était frénétique, m'envoyant toujours des textos sur à quel point ils étaient fiers et comment ils voulaient juste que la famille soit à nouveau réunie. Rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'étais pas intéressé par la réconciliation. J'étais intéressé par l'équilibre et par le fait de m'assurer que les personnes qui m'avaient traité comme un actif jetable ne pourraient plus jamais me menacer. À la fin de cette année, mon entreprise avait grandi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, et celle de Jason avait stagné. Il a fait des erreurs, a manqué des délais et est devenu dépendant de sous-traitants, y compris moi. Papa a essayé de me faire la leçon sur la loyauté familiale, ignorant que je détenais maintenant le pouvoir qu'il avait essayé d'écraser. J'avais tranquillement, méthodiquement et expertement retourné la situation, et tout ce qu'il a fallu, c'est de la patience, de la préparation et de la retenue. Chaque contrat que j'ai signé, chaque client que j'ai gagné, chaque pas en avant était à la fois une victoire personnelle et une mise en place stratégique pour le paiement ultime. Prouvant sans l'ombre d'un doute que j'étais capable de me tenir debout par moi-même et de prospérer bien au-delà de la portée de ceux qui ont essayé de me contrôler. Pour la première fois, je pouvais respirer librement. Je n'étais pas seulement libre de leur ingérence. J'étais autonome, intouchable et complètement maître de la situation. Et pendant qu'ils pensaient avoir le dessus, j'avais déjà gagné, tranquillement, délibérément et avec une précision qu'ils ne verraient jamais venir. Mais même en construisant cet empire, je savais que la confrontation finale était inévitable. Jason faiblirait davantage. Papa ferait son prochain mouvement. Et je serais prêt, non seulement à survivre, mais à exécuter la leçon ultime qu'il n'oublierait jamais. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Je n'ai pas fait d'esclandre en hurlant. Je ne me suis pas annoncé comme un héros dramatique de film. Tout ce que j'avais construit était soigneusement orchestré pour les frapper là où ça faisait le plus mal. Et ils n'avaient aucune idée que ça arrivait. Au moment où le dernier acte s'est joué, j'étais intouchable, libéré de leur contrôle, et calme, presque serein face à la tempête qu'ils avaient involontairement invitée. Les premiers signes de retombée étaient subtils. Jason a commencé à remarquer des divergences dans ses factures. Les fournisseurs ont commencé à lui poser des questions qu'il n'avait pas prévues. A-t-il vraiment commandé cet équipement? A-t-il vraiment payé pour cette livraison en vrac? Des questions qui le faisaient bafouiller et tergiverser, trahissant le fait qu'il avait été négligent, trop confiant et non préparé. Pendant ce temps, mes propres comptes chez Precision Tradework étaient impeccables. Reçus, contrats, emails, tous soigneusement archivés, tous vérifiables, tous légalement inattaquables. Puis est venu le premier domino. Un entrepreneur local qui avait été un client de Jason m'a contacté. Il avait essayé d'embaucher Jason pour un travail de paysagisme, et Jason avait promis la lune, mais le travail avait été retardé de plusieurs semaines. Je suis intervenu, j'ai offert une solution, j'ai livré des résultats parfaits, et j'ai tranquillement facturé le client à un tarif équitable. C'est là que Jason a réalisé que le client me préférait à lui. Non pas à cause des liens familiaux, non pas à cause d'un pitch tape à accent grave-l'œil, mais parce que j'avais prouvé ma fiabilité. La nouvelle s'est répandue rapidement. En quelques semaines, j'avais repris plusieurs comptes que Jason et papa avaient supposés être les leurs par défaut. Chaque transition était silencieuse, professionnelle et irréversible. Jason a essayé de sauver sa réputation, mais chaque client que je récupérais augmentait tranquillement mon influence tout en réduisant sa crédibilité. Papa a appelé quelques-uns de ses contacts, essayant de les rassurer que Julien reviendrait à la raison, pour découvrir que le nom de mon entreprise, mes contrats et ma réputation étaient maintenant bien plus importants dans les réseaux commerciaux locaux. Le vrai coup est venu lorsque j'ai obtenu un contrat régional qui avait été le rêve de Jason. Le compte Keystone, le Carolina Residential Group. Une grande société de gestion immobilière cherchait un entrepreneur fiable pour entretenir toutes leurs propriétés locatives. Il voulait quelqu'un de digne de confiance, professionnel et vérifiable. Jason avait postulé, comptant sur son nom de famille et sa bravade. J'ai soumis ma proposition, professionnelle, entièrement documentée, assurée et étayée par des mois de travail vérifié et de témoignages de clients. La société m'a attribué le contrat sans hésitation. Jason n'a pas reçu de rappel, et les tentatives de papa d'intervenir ont été rejetées comme non pertinentes. À ce stade, la famille a réalisé que leur tentative de me saper avait spectaculairement échoué. Papa a été le premier à me confronter. Enfin, indirectement. Un après-midi, un voisin qui avait été vaguement lié aux affaires de papa m'a appelé en disant « Ton père parle de toi. Il est furieux. Il dit que tu as déjoué toute la famille. » J'ai gloussé doucement,
sirotant mon café, sentant le poids de mois de planification méticuleuse porter ses fruits. Jason, d'un autre côté, avait touché le fond. Il avait passé des mois à se vanter de sa domination, pour se retrouver avec des clients qui s'en allaient, des fournisseurs qui le questionnaient et des contrats tranquillement transférés sous ma direction. Il est venu à mon atelier un jour, le visage rouge et bafouillant. « Julian, il faut qu'on parle », a-t-il dit. Je me suis appuyé contre le comptoir, calme. « On le fait. »« À propos de quoi ?» Il a hésité. « Je ne comprends pas comment tu obtiens tous ces contrats. Papa dit que c'est injuste. Les gens. Ils en parlent. De toi. » J'ai souri faiblement. Je n'ai pas triché, Jason. J'ai travaillé. J'ai construit quelque chose. Tu as sous-estimé. Tu as été négligent. Et papa? Eh bien, papa l'a encouragé. Il est devenu pâle. Tu me ruines. Papa le fera, Jason, ai-je dit, le coupant. Regarde les faits. Je suis parti. Tu m'as moqué. Vous avez pris mes outils. Papa a vendu ma propriété, supprimé mes comptes. Je n'ai pas riposté avec colère. J'ai riposté avec de la préparation. Chaque mouvement que j'ai fait était légal, professionnel et irréversible. Tu as perdu parce que tu n'as pas été prudent, parce que tu m'as sous-estimé. Ce n'est pas de ma faute. C'est de la tienne. Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée, la réalité s'imposant. Chaque pic subtil qu'il avait lancé, chaque commentaire suffisant, chaque supposition que j'échouerais avait été sa perte. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas nargué. J'ai simplement énoncé les faits. Et ces faits avaient du poids. Papa, bien sûr, l'a appris peu après. Il a appelé, essayant d'affirmer son autorité, sa voix tremblant d'une colère qui n'avait plus de pouvoir. « Julian, tu ne peux pas simplement. »« Je peux », ai-je dit d'un ton égal. Légalement, professionnellement, éthiquement. Je n'ai rien pris à personne qui ne m'appartenait pas déjà à protéger. Et maintenant, je prospère sans vous. Vous voyez, la différence entre nous est simple. J'ai planifié, vous avez supposé. J'ai construit, vous avez détruit. J'ai agi, vous avez réagi. C'est pour ça que je suis intouchable. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Le genre de silence qui porte le poids de la prise de conscience. La voix de papa est sortie plus calme, presque hésitante. Tu m'as déjoué. C'est le cas, ai-je confirmé. Et ce n'est pas discutable. Maman a tenté un dernier plaidoyer, envoyant des textos, me suppliant de rentrer à la maison, de pardonner et de reconstruire la famille. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Leur pouvoir sur moi avait disparu. Leur influence annulée. Je m'étais élevé au-dessus de leur jeu et rien de ce qu'ils faisaient ne pouvait changer cela. Jason, humilié, a finalement dû reconnaître sa défaite publiquement. Lors d'une réunion commerciale régionale, il a tenté de proposer un gros contrat de paysagisme à un nouveau client. J'étais déjà l'entrepreneur qu'il voulait. Ses excuses sont tombées à plat. Le client ne se souciait pas de la loyauté familiale, des promesses passées ou des apparences. Il voulait des résultats. J'avais bâti une réputation qui ne pouvait être ignorée, et l'échec de Jason était visible de tous. Les dernières retombées ont été presque poétiques. Papa a tenté de me faire la leçon lors d'une réunion de famille, confiant qu'il pourrait m'intimider avec sa voix et sa présence. J'ai écouté calmement, puis j'ai exposé en termes simples et factuels mes réalisations commerciales, mes contrats, la satisfaction de mes clients et la preuve documentée de chaque étape que j'avais franchie. À la fin, la pièce était silencieuse. La famille qui avait autrefois manié l'autorité comme une arme a réalisé qu'elle n'avait plus aucun levier. Et pour la première fois, ils m'ont vu comme totalement indépendant, totalement capable et intouchable. Jason s'est affalé sur sa chaise, vaincu et en colère, tandis que le visage de maman reflétait le choc et la déception. Papa, l'homme qui avait passé des années à se définir par le contrôle, était assis dans un silence stupéfait, incapable de concilier la réalité de ce qui s'était passé. Il avait pensé que son pouvoir était inattaquable, son autorité absolue. J'avais brisé les deux sans élever la voix, sans confrontation, sans chaos. J'avais simplement construit tranquillement et efficacement jusqu'à ce que ma force soit indéniable. Des semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message,
presque penaud, de papa. Nous t'avons sous-estimé. Tu as marqué ton point. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le message lui-même était la reconnaissance que j'attendais. Ma vengeance n'avait pas été une question de colère. Elle avait été une question de précision. Chaque mouvement que j'ai fait avait été délibéré, calme et mesuré. Je ne les avais pas détruits physiquement ou humiliés publiquement. J'avais simplement exposé la vérité de leur mauvaise gestion, de leur excès de confiance et de leurs suppositions. Et ce faisant, j'avais pris le contrôle de ma propre vie, de mon propre avenir et de mon propre destin. Jason a finalement quitté la région de Charlotte avec frustration, tentant de sauver le peu d'affaires qu'il pouvait ailleurs. Papa et maman ont dû s'adapter à une nouvelle réalité, une réalité dans laquelle j'opérais de manière indépendante, avec succès et sans leur ingérence. La cabane, les outils, les insultes, la condescendance, tout cela est devenu sans importance. Ce qui comptait, c'était ma croissance, ma stabilité et mon pouvoir. Je me suis assis dans mon atelier un soir, regardant l'équipement que j'avais acquis, les contrats que j'avais obtenus, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. La satisfaction n'était pas de les faire souffrir. C'était de savoir que je m'étais élevé au-dessus d'eux, à l'abri de leur toxicité. C'était la vraie victoire. Et dans ce moment calme, avec le soleil se couchant sur la ville et le bourdonnement de mon atelier remplissant l'espace, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Je n'étais pas seulement libre. Je n'étais pas seulement prospère. J'étais intouchable. Pour la première fois de ma vie, j'ai souri en sachant que personne, ni parents, ni frères, ni membres de la famille arrogant, ne pourrait jamais me l'enlever. J'avais construit mon avenir. J'avais repris mon pouvoir. Et je l'avais fait selon mes propres termes. La famille qui dictait autrefois chaque partie de ma vie n'avait maintenant qu'un seul choix. Regarder pendant que je prospérais, tranquillement, sans relâche et incassable. Et je ne l'aurais voulu d'aucune autre manière. Je me suis assis dans mon atelier un soir, regardant l'équipement que j'avais acquis, les contrats que j'avais obtenus, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. La satisfaction n'était pas de les faire souffrir. C'était de savoir que je m'étais élevé au-dessus d'eux, à l'abri de leur toxicité. C'était la vraie victoire. Et dans ce moment calme, avec le soleil se couchant sur la ville et le bourdonnement de mon atelier remplissant l'espace, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Je n'étais pas seulement libre. Je n'étais pas seulement prospère. J'étais intouchable. Pour la première fois de ma vie, j'ai souri en sachant que personne, ni parents, ni frères, ni membres de la famille arrogant, ne pourrait jamais me l'enlever. J'avais construit mon avenir. J'avais repris mon pouvoir. Et je l'avais fait selon mes propres termes. La famille qui dictait autrefois chaque partie de ma vie n'avait maintenant qu'un seul choix. Regarder pendant que je prospérais, tranquillement, sans relâche et incassable. Et je ne l'aurais voulu d'aucune autre manière. Cependant, la vraie liberté est rarement une affaire silencieuse. La confiance tranquille que je ressentais était sur le point d'être mise à l'épreuve par une dernière vague d'ingérence désespérée, une poussée prévisible d'arrogance de la part de personnes qui ne pouvaient pas imaginer une réalité qu'elles ne contrôlaient pas. Mon paysage émotionnel, autrefois dominé par la colère et la douleur, s'était transformé en une résolution d'acier. Le conflit était maintenant purement stratégique, une bataille entre ma compétence professionnelle validée et leur illusion d'autorité familiale. Les valeurs fondamentales d'autonomie, de choix difficiles et de véritables valeurs humaines par rapport aux relations transactionnelles devaient être prouvées une dernière fois. Le premier grand tremblement n'est pas venu des cris de mon père, mais du silence de ma mère, ou plutôt de la cessation stratégique soudaine de ses textos frénétiques. Là où il y avait auparavant des plaidoyers quotidiens pour la réconciliation, il y avait maintenant un vide glaçant. J'ai reconnu la tactique instantanément, mon père avait pris les rênes, passant de la manipulation émotionnelle à quelque chose de plus calculé. Il a commencé à utiliser son ancien réseau d'affaires dans la région de Charlotte, répandant soudainement des rumeurs sur mon entreprise, Precision Tradeworks. Il ne m'a pas accusé de vol, cette menace légale s'était évaporée dès que j'ai produit les reçus du générateur et du compresseur qu'il prétendait. Au lieu de cela, il a remis en question mon caractère, me dépeignant comme un jeune homme peu fiable et plein de ressentiments qui avait abandonné sa famille. Il a présenté mon succès comme de la chance et mon départ comme une trahison qui m'avait rendu instable. C'était une forme insidieuse de sabotage, jouant sur la préférence des petites villes pour la loyauté plutôt que la compétence. Cette tentative de diffamation était conçue pour provoquer une réponse, me forçant soit à me défendre publiquement,
soit à revenir en rampant, suppliant leur approbation pour laver mon nom. Mais j'avais appris leur jeu. J'ai contré non pas avec des mots, mais avec de la documentation. Pour chaque murmure négatif qui m'est parvenu par le biais du réseau commercial local, j'ai répondu en redoublant de professionnalisme. J'ai veillé à ce que mes clients reçoivent des rapports de service détaillés et impeccablement organisés, partageant de manière proactive mon statut d'entreprise entièrement assuré et enregistré. Lorsqu'un client potentiel a mentionné les préoccupations de mon père, je n'ai pas argumenté. J'ai simplement présenté mon dossier impeccable et les témoignages de mes clients, laissant les résultats mesurables de Précision TradeWorks parler le seul langage qui comptait, la fiabilité. La véritable tension psychologique, cependant, se concentrait sur Jason. La perte du compte Keystone, le contrat avec le Carolina Residential Group, n'avait pas seulement nui financièrement à Grand Gardens & Maintenance, elle avait mortellement blessé son ego. Jason a commencé à traquer mes chantiers. Il passait lentement, se garant parfois à des pâtés de maison, observant mon équipe. C'était une forme silencieuse et obsessionnelle d'envie qui exposait la fondation fragile de sa confiance. Il ne pouvait pas comprendre comment le « raté » moi réussissait là où le « garçon en or » lui s'effondrait. J'ai ressenti un étrange mélange de pitié et de dégoût. Son désespoir est devenu mon levier psychologique, un rappel constant que ma valeur était construite alors que la sienne n'était que donnée. La lutte interne a été la partie la plus difficile. Chaque fois que Jason apparaissait, je luttais contre l'envie de le confronter, de lui asséner le « je te l'avais bien dit » définitif. Mais cette explosion émotionnelle était exactement ce que mon père voulait. Elle validerait son récit de mon instabilité. Ma valeur fondamentale, mon sang-froid, est devenu mon plus grand atout. Je suis resté clinique, traitant la présence de Jason comme une distraction logistique mineure. Mon équipe, qui comptait maintenant sur moi, a vu un chef qui n'était absolument pas déstabilisé par le drame extérieur, renforçant l'atmosphère professionnelle de Précision TradeWorks. Puis est venu le tournant brutal et inattendu du conflit. Jason, réalisant qu'il ne pouvait pas me battre professionnellement, a eu recours à l'intimidation directe. Un soir, après que mon équipe soit partie, je sécurisais l'atelier lorsque le camion de Jason a bloqué l'entrée. Il est sorti, puant le whisky bon marché et la frustration. « Tu crois que tu as gagné, Julian ?» a-t-il bafouillé, s'appuyant lourdement contre ma camionnette de livraison. Ses yeux étaient rouges, la suffisance habituelle remplacée par un ressentiment brut et laid. « Je ne le pense pas, Jason. »« Je l'ai fait, » ai-je répondu, ma voix dangereusement égale. « Maintenant, déplace ton véhicule. » Je ferme. Il a ri d'un son dur et sans humour. « Intouchable, n'est-ce pas? Tu penses que ces contrats te protègent? Papa dit que tu as pris des biens familiaux. Il dit que tu nous dois quelque chose. » C'était le piège émotionnel. Il essayait de me ramener dans le récit de la dette et de l'obligation familiale. Je suis resté sur mes gardes, me penchant vers la lumière. Je ne vous dois rien. Vous et papa avez vendu mon travail. J'ai simplement récupéré mon investissement. Bouge, Jason. Son visage s'est tordu. Il a attrapé un lourd objet en métal, une attache de remorque rouillée, de la benne de son camion. Tu penses que tu peux simplement quitter la famille et t'en tirer comme ça? On était censé être partenaires. Tu étais censé réparer mon équipement, pas me voler mes clients. L'adrénaline a monté, mais la discipline que j'avais cultivée pendant des mois a tenu bon. Je n'ai pas craint la menace. J'ai traité la situation uniquement sous l'angle de l'autoprotection et de la stratégie juridique. J'ai lentement sorti le téléphone de ma poche. Pose la tâche, Jason. C'est une violation de propriété et des dommages matériels. Chaque mouvement que tu fais en ce moment est une preuve documentée contre toi. La mention de la documentation et des conséquences juridiques l'a arrêté net, non pas par respect pour moi, mais par peur de la réaction de mon père face à un vrai pétrin. Il a hésité, la tâche lourde dans sa main, un parfait moment cinématographique de tension, la responsabilité émotionnelle contre la résolution calculée. Jason a jeté la tâche dans la terre avec un cri de frustration, un dernier geste d'impuissance. Tu n'es pas de la famille, Julian. Tu es juste un bâtard avide avec une boîte à outils. Il a titubé jusqu'à son camion et est parti en trombe. La confrontation a confirmé le changement, leur pouvoir était passé de l'autorité à la simple méchanceté mesquine. Ma réponse a cimenté mon autonomie. Je ne me laisserai pas entraîner dans la violence ou une dépression émotionnelle. Après cet incident,
je savais que mon père allait intensifier. Lorsque l'intimidation directe a échoué, le prochain mouvement devait être une attaque contre ma viabilité professionnelle. Je l'ai anticipé en déplaçant mon compte bancaire, en souscrivant de nouvelles polices d'assurance indépendantes et en informant mes principaux clients de la situation familiale sans jeter le blâme, déclarant simplement que j'opérais de manière totalement autonome pour assurer la continuité de Precision TradeWorks. Le dernier conflit inattendu n'est pas venu de mon père ou de Jason, mais d'un tiers, la commission locale de zonage. J'ai reçu une lettre indiquant qu'une plainte officielle avait été déposée contre mon nouvel atelier. L'accusation, exploitation d'un service commercial lourd dans un district zoné uniquement pour un usage industriel léger. Citant spécifiquement des plaintes de bruit et des violations de stockage de produits chimiques. Toutes des accusations méticuleuses et ciblées. Seul quelqu'un ayant une connaissance intime de mes opérations et des relations bureaucratiques de mon père aurait pu les fabriquer. C'était la dernière carte désespérée de mon père, utilisant le système qu'il comprenait pour écraser l'indépendance qu'il ne pouvait pas contrôler. La lettre était mon cliffhanger. Elle représentait un défi psychologique profond, le test ultime de ma volonté et de la fragilité du succès bâti contre le pouvoir systémique hérité. Il ne s'agissait plus d'outils. Il s'agissait du droit légal d'exister. La tension était palpable. Precision TradeWorks, symbole de ma valeur auto-construite, pourrait-il survivre à une attaque des fondements même du système établi que mon père représentait? J'ai regardé l'avis juridique, puis autour de mon atelier bourdonnant. Je n'ai pas paniqué. J'ai ressenti une vague de clarté froide et concentrée. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils n'avaient aucune idée que j'avais passé mes nuits à étudier les codes de zonage juste après l'incident avec Jason, anticipant ce mouvement même. La résolution ne résidait pas dans le compromis, mais dans une contre-attaque finale méticuleuse qui ne sauverait pas seulement mon entreprise, mais briserait définitivement l'illusion de contrôle de mon père sur mon destin. Le prochain chapitre se jouerait non pas avec des outils, mais avec de la paperasse. Et je savais exactement où frapper. J'ai regardé l'avis juridique, puis autour de mon atelier bourdonnant. Je n'ai pas paniqué. J'ai ressenti une vague de clarté froide et concentrée. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils n'avaient aucune idée que j'avais passé mes nuits à étudier les codes de zonage juste après l'incident avec Jason, anticipant ce mouvement même. La résolution ne résidait pas dans le compromis, mais dans une contre-attaque finale méticuleuse qui ne sauverait pas seulement mon entreprise, mais briserait définitivement l'illusion de contrôle de mon père sur mon destin. Le prochain chapitre se jouerait non pas avec des outils, mais avec de la paperasse. Et je savais exactement où frapper. Les semaines suivantes ont été la bataille la plus silencieuse et la plus intense de ma vie. Papa avait compté sur la bureaucratie pour m'écraser, sur la peur de la ruine financière pour me forcer à me rendre. Ce qu'il n'avait pas calculé, c'était ma méticulosité. Tandis qu'il s'appuyait sur de vieilles relations et de vagues plaintes, je m'armais de faits. J'ai soumis une demande de permis d'utilisation conditionnelle, documentant méticuleusement chaque modification que j'avais apportée à l'espace de travail, insonorisation, stockage de produits chimiques scellés, contrat d'élimination des déchets dédiés. Je ne me suis pas contenté de respecter les normes industrielles légères de la ville, je les ai dépassées. L'ironie était exquise. La diligence et l'attention aux détails même qu'ils se moquaient dans la cabane étaient maintenant mon armure impénétrable contre leur attaque systémique. Lorsque l'audience de zonage a finalement eu lieu, papa était là, accompagné de Jason, rayonnant d'une froide certitude. Il s'attendait à ce qu'un jeune homme émotif plaide sa cause. Au lieu de cela, ils ont fait face au PDG de Precision TradeWorks. J'ai présenté mes conclusions, calmement, projetant chaque permis requis et spécifications techniques sur l'écran. Ma défense ne portait pas sur la famille ou l'équité. Elle portait sur la conformité, la qualité et la contribution à la communauté. J'ai même inclus des témoignages d'entreprises locales comme The Daily Grain, attestant de la nature essentielle de mon travail. La commission a rejeté leur plainte et a accordé mon permis. La finalité du marteau du juge, ce simple son décisif, était plus forte que toutes les années d'autorité criarde de papa. Ce n'était pas seulement une victoire juridique. C'était la reconnaissance formelle de ma souveraineté absolue. Le visage de papa, habituellement une forteresse de fierté inflexible, s'est effondré. Jason a fixé le sol, vaincu, non pas par la force, mais par la préparation. Ils avaient utilisé leurs privilèges pour acheter du pouvoir. J'avais utilisé mon travail acharné pour gagner en légitimité. Ils ont quitté la salle d'audience sans un mot. C'était la dernière fois que je voyais Jason dans la région de Charlotte. Il a finalement déménagé, essayant de recommencer sa vie,
loin de l'ombre de ses échecs et de mon succès indéniable. Maman a envoyé un dernier texto, non pas pour supplier, mais pour confirmer la vérité. Ton père réalise maintenant. Nous avons eu tort, Julien. Je n'ai jamais répondu. Il n'y avait plus rien à dire. La dette était réglée, non pas en espèces, mais dans l'établissement permanent de mon avenir. Et c'est le message central que je veux partager avec vous, ceux d'entre vous qui ont suivi ma guerre silencieuse. Si vous êtes dans l'ombre du contrôle de quelqu'un d'autre, un patron exigeant, un partenaire toxique, ou même une famille manipulatrice, rappelez-vous ceci. Votre valeur n'est pas négociable. Et votre indépendance n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Le prix de la liberté est élevé, payé en courage, en cohérence et en volonté de s'éloigner de tout ce que vous pensiez être sûr. Mais la récompense, la paix tranquille de savoir que vous êtes vraiment incassable, est inestimable.